Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Démocratie Indirecte, le podcast qui parle de lutte collective en Romandie. Cette émission est produite par Voix Populaire, un mensuel suisse d'information, de réflexion et de combat. Vos soutiens nous êtes précieux, alors n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, l'UDC, de son nom Union démocratique du centre, est le plus grand parti du pays qui est représenté dans les instances parlementaires avec, en 2025, 67 conseillers nationaux sur 200, 20 dans les législatifs cantonaux, et il est également le parti le plus représenté dans les parlements cantonaux en Suisse alémanique. Également, 2 de nos 7 conseillers fédéraux viennent du parti UDC. L'UDC se trouve à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais a la particularité d'être un parti d'extrême droite particulièrement institutionnalisé, de par son importante représentation dans les organes exécutifs et législatifs. Et le parti joue par conséquent un rôle structurant dans la formation du débat politique en Suisse. Sa ligne se définit en somme par un fort euroscepticisme, un conservatisme social sur les questions des droits des femmes, des personnes LGBT+, un fort libéralisme économique avec des attaques visant les faibles acquis sociaux en Suisse, notamment l'âge de la retraite, mais également pour les entreprises et pour les contribuables les plus aisés, et bien sûr une position anti-immigration et anti-islam. On se rappellera notamment d'ailleurs la votation contre la construction des minarets en 2009, contre les étrangers criminels en 2010, contre l'interdiction de se dissimuler le visage, notamment qui visait donc les femmes musulmanes en 2021. Et bientôt, nouvelle initiative, non à une Suisse à 10 millions, toujours contre les étrangers, vous l'aurez deviné. Et toutes ces initiatives, je précise, ont été acceptées par la population et les cantons suisses. Et on verra, même si cette opposition à l'immigration n'était pas initialement le cheval de bataille du parti, on rappelle que plusieurs UDC, c'est important de le préciser quand même, ainsi que le parti lui-même, ont été condamnés plusieurs fois par la justice pour discrimination raciale, quand c'est pas pour diverses affaires de fraude. Mais néanmoins, ce parti qui a été fondé en 1971 par la fusion entre 3 autres plus petits partis n'avait pas forcément le succès qu'on lui connaît aujourd'hui et n'a pas toujours été un bastion du racisme de l'extrême droite en Suisse tel qu'il est aujourd'hui. Et ce succès est la suite d'une ascension assez fulgurante qui a commencé dans les années 90. Pour en parler, nous avons invité Samuel, membre des Jeunes Peuples et du Parti du Travail, grand passionné de ce parti, de son histoire et de certaines de ses figures emblématiques. Du coup, merci Samuel d'être avec nous. Angela a déjà un petit peu commencé à aborder le sujet, mais est-ce que tu pourrais un peu nous parler des grands axes rhétoriques un peu qui structurent cette UDC en Suisse ? Ouais, alors je pense que l'UDC, principalement, si on s'intéresse un petit peu à son programme, et notamment si on regarde le programme national qui est défendu par le parti depuis à peu près la moitié des années 90, on se rend compte qu'on peut le classifier, ou en tout cas le décliner en 5 axes principaux qui sont typiques aussi de sa mouvance qu'on pourrait des fois appeler nationale et populiste. Donc ces 5 axes, on peut déjà parler d'une critique anti-establishment, donc l'idée d'aller dire d'opposer le peuple et les élites, de faire une grosse critique principalement des élites politiques, des élites médiatiques, et d'y opposer le peuple qui est le peuple souverain, etc. Ensuite, un autre point aussi très important et particulier à la situation suisse, je pense que c'est la question de la défense de l'identité suisse et de l'exception suisse. Ces notions qu'on a en allemand de Sonderfall, un peu de cas particulier pour la Suisse. Donc ça va se décliner autour d'une attention particulière sur les questions de neutralité, d'indépendance du pays vis-à-vis d'organisations internationales comme l'Union européenne, l'ONU ou autres, et aussi évidemment une défense assez forte du fédéralisme et de la démocratie directe. Et tout ça, contre toute un peu tentative d'intégration, je dirais, supranationale.
Ensuite, aussi, et ça tu l'as déjà dit un petit peu dans ton introduction, c'est quand même vraiment une lutte assez acharnée contre l'immigration et le droit d'asile. Ça c'est quelque chose qui, d'une certaine façon aussi, vient compléter directement cette idée de défendre l'identité suisse et toujours de lutter contre l'emprise étrangère. Ça c'était tout un mouvement dont on parlera sûrement après dans les années, fin des années 60, années 70, etc. Et ensuite, sur le point de vue économique, ce qui, peut-être d'une certaine façon, va caractériser directement ce qu'on peut appeler une ambiguïté chez l'UDC, c'est quand même une défense assez intrigante et assez forte du néolibéralisme économique. Avec, pour le coup, par contre, évidemment, une sorte de nuance qu'on pourrait dire un peu chauviniste, notamment quand il s'agit d'attaquer l'État social, on va l'attaquer, mais en disant, par contre, les bons Suisses qui travaillent bien, etc., eux, évidemment, ils ont droit à ce petit filet social qui peut exister en Suisse. Et ensuite, peut-être le cinquième point qui est aussi assez classique, c'est un réel conservatisme moral. Donc sur toutes les questions de droits LGBTQIA+, sur les questions notamment aussi de pénalisation, dépénalisation de la consommation de drogue, etc. Le parti l'UDC se veut comme représentant de l'ordre, de la morale et de la sécurité contre le crime, contre toujours c'est des choses qu'on trouve aussi dans d'autres pays. C'est l'idée d'avoir comme ça un parti contre une sorte de dégénérescence ou décadence moderne d'une certaine façon. De la société occidentale. C'est ça, exactement, on est là-dedans. Donc ça je pense que c'est un petit peu les lignes principales qu'on peut retirer de ce qu'est l'UDC, en particulier depuis 95. Mais c'est des choses qui sont construites dans les années 70 et puis dès la création du parti en réalité. Et justement, donc le parti a été fondé en 1971. C'est la fusion de plusieurs petits partis, donc le Parti des paysans, artisans, indépendants. Quelles sont les origines en fait? Alors aujourd'hui, souvent quand on parle de l'UDC, on va parler il arrive qu'on utilise peut-être un peu moins aujourd'hui, mais toujours ce terme de parti agraire, donc en lui donnant une identité très très paysanne, très rattachée à la terre et à l'agriculture. En fait, ça c'est quelque chose qui est pour le coup qui est vraiment la racine même de l'UDC. Parce que comme tu l'as dit, l'UDC vient donc de cette fusion entre trois partis qui étaient deux sections locales de partis radicaux et radicaux-démocrates et une section, le parti artisan, paysan, indépendant, ou des fois on dit aussi bourgeois au lieu d'indépendant, selon quelle traduction on prend. Mais donc la base vraiment de l'UDC, c'est ce PAB, ce parti des paysans, des artisans et des bourgeois, et qui est en gros un parti qui voit le jour au tout début du XXe siècle. Je crois que la première section est créée en 1917, donc aussi avec des racines plutôt en Suisse alémanique. Et donc il y a un parti qui parle avant tout aux paysans et qui, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, au 19e siècle, la paysannerie, pendant longtemps, c'est pas du tout un groupe unifié et organisé avec une portée politique très importante. Et en fait, c'est quelque chose qui va se développer beaucoup plus tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce que il y a toute une vague de libéralisation économique qui commence à faire peser sur la paysannerie suisse beaucoup de les questions d'aide par rapport au prix de la terre, aussi des questions de prix de revient sur les marchandises qu'on peut vendre face à la concurrence étrangère. Et donc un petit peu les bases de ce parti artisans, bourgeois et paysans vont se faire là-dessus. Et les paysans vont commencer à s'organiser. On va aussi avoir la création au début du 20e siècle, non, à la toute fin du 19e, de l'Union suisse des paysans, qui est aussi aujourd'hui toujours le syndicat principal et un gros lobby est très très proche, main dans la main avec l'UDC. Et donc politiquement, dans les institutions, ces paysans vont être représentés par ce PAB. Mais qu'on se mette d'accord, son agenda politique à l'époque était très différent de celui aujourd'hui. Alors oui et non. C'est clair qu'à l'époque, la mise en avant de cette paysannerie imposait une sorte de protectionnisme qu'aujourd'hui a tendance à disparaître. Donc d'un point de vue économique, on peut dire que ça a évolué. Après, d'un point de vue purement des valeurs, c'est beaucoup moins clair. Si on regarde par exemple,
En gros, le parti des paysans, il a son premier conseiller fédéral en 1929 sous le nom de Rudolf Minger, et le parti réussira à maintenir jusqu'à la création de l'UDC toujours un siège au Conseil fédéral, en étant, on dit toujours, le plus petit parti représenté au Conseil fédéral. Mais d'un point de vue idéologique, ça reste un parti qui est déjà conservateur moralement et qui a toujours, en tout cas, cette racine un petit peu, on pourrait dire, anti-moderne. Donc, ils vont être à l'époque assez contre l'industrie, contre la libéralisation du commerce. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà ambigu. Si on regarde justement le cas de Rudolf Minger, c'était certes un paysan, mais à l'époque, il faisait partie des plus gros propriétaires. Donc, on n'est pas sur de la petite paysannerie qui est dans les mêmes galères, je dirais, que les autres. Donc, c'est un gros propriétaire, et surtout, c'est quelqu'un en fait qui siège à l'époque dans toutes les institutions qui font le libéralisme économique. Donc, que ça soit dans les grosses industries suisses-allemandes, notamment autour des chemins de fer, que ça soit aussi dans je crois qu'il était au conseil de la Banque nationale suisse, etc. Donc, il était vraiment déjà complètement intégré au système économique et à cette libéralisation en marche déjà à l'époque. Et du coup, si on remonte le fil, donc on a ce petit parti agraire qui émerge, qui est un regroupement de plusieurs sections, voilà. Et en fait, comment et aussi quand l'UDC a vraiment émergé et gagné en popularité pour devenir ce que c'est aujourd'hui? Donc l'UDC, comme on l'a déjà dit, existe en tant que tel en 1971, mais à l'époque, aux élections fédérales, le parti recevait 11,1% des voix. Donc c'était encore le quatrième parti, c'était encore un parti qui était certes une présence au Conseil fédéral, mais c'était pas un parti de premier plan, je pourrais dire. En fait, la montée en puissance de l'UDC va se faire dans les décennies à venir, et notamment dans la décennie des années 90, où en fait, entre les élections de 95 et 99, donc les élections fédérales, on passe d'un résultat de 14,9 à 22,6% des suffrages, et ensuite, en 2003, 26,7, 2007, on est autour de 29, jusqu'à rester ensuite jusqu'en 2023, où on est à 27,9. Donc c'est un peu dans ces 3 décennies, un petit peu 70, 80, 90, que se crée vraiment l'UDC. D'ailleurs, si on lit un petit peu les différents textes qui parlent de l'histoire de l'UDC, Oscar Mazzoleni, il parle par exemple de la nouvelle UDC, pour vraiment dire qu'à partir des années 90 et à partir notamment de l'arrivée de Blocher et de la prise de pouvoir de Christoph Blocher dans le parti et dans sa section zurichoise, il arrive vraiment à impulser une nouvelle dynamique, et puis à radicaliser l'UDC pour l'amener à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce fameux parti des années 90 avec ses affiches complètement racistes, xénophobes, délirantes. Ouais, en fait. Donc non, c'est quelque chose qui se fait petit. Et aussi, ce qu'il faut savoir par rapport un peu à l'histoire peut-être plus large de cette mouvance nationale populiste, c'est qu'en fait, dans les années 60, 70, 80, en fait, ça représente une petite galaxie de plusieurs petits partis. À Genève, par exemple, on avait le parti Vigilance. Au niveau national, il y avait Alliance nationale. Il y a eu aussi les démocrates suisses, etc. Il y a aussi eu le parti des automobilistes. Et tout ça formait une espèce de petite galaxie de partis qui se rapprochaient de lignes un petit peu poujadistes, donc très axé chez les professions libérales, contre les taxes, etc. Et puis aussi, l'UDC va se nourrir de partis comme Alliance nationale, qui eux ont vraiment fait leur cœur de métier, c'était la lutte contre les étrangers. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des choses assez fortes qui va naître dans cette période-là, c'est cette espèce de xénophobie qui devient assez débridée et qu'ensuite l'UDC va réussir à récupérer pour en tirer les fruits, en fait. Si on regarde dans les années, en 69, il y a une initiative qui va marquer la Suisse, qui s'appelle l'initiative Schwarzenbach, du nom de la personne qui la lance et du nom de la personne qui avait fondé, justement, Alliance nationale. Et donc ça, c'est l'initiative, en fait, elle proposait de limiter le nombre d'étrangers résidant en Suisse. Elle aurait eu notamment pour conséquence l'expulsion de 260 000 personnes. Donc un truc absolument monstrueux. Et à l'époque, Schwarzenbach, il va vraiment pousser son initiative. Il va, à la même façon un peu que Blocher fera plus tard sur l'adhésion à l'espace économique européen, il va faire beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences. Il va passer des heures et des heures et des heures à faire campagne. Et à la fin, il perd de très très peu. Mais ce qu'il arrive à faire, et ce qu'ensuite, je pense, on pourra aussi dire un peu la clé de l'UDC, c'est qu'il arrive à mobiliser l'électorat. C'est-à-dire qu'il perd certes dans les urnes, mais avec un taux de participation, je pense, de 75%. Ce qui était à l'époque presque du jamais vu depuis un quart de siècle. Donc il y a vraiment ça, on voit comment
en jouant sur ces thématiques xénophobes à l'époque, on arrive à décoller et puis électoralement à se donner une santé et puis à prendre position. Comme tu le dis, c'est justement cet événement-là qui va marquer donc le virage un peu encore plus à droite, enfin la ligne un peu plus conservatrice, avec l'UDC zurichoise, qui va instituer cette approche un peu basée sur l'affrontement, sur les politiques un peu plus réactionnaires, de stabilité. Oui, c'est ça. Donc en fait, cette initiative qui n'est pas lancée évidemment par l'UDC, qui n'existait pas encore à l'époque, elle marque vraiment très 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 fortement l'opinion publique. Et ensuite, l'UDC va, sous l'impulsion de Blocher, décider en fait de se nourrir de ça et de reprendre ça. Et donc, ils vont réussir à reprendre tous les termes de ces petits partis xénophobes et poujadistes pour un peu élargir leur base aussi et essayer d'aller toucher en fait, et ça c'est un peu la différence qui va faire qu'ils vont gagner par rapport aux autres petits partis, c'est qu'ils vont aller chercher ce qu'on appelle des fois un peu les perdants de la mondialisation. Donc ils vont aussi avoir tout un discours beaucoup plus populiste, là où les partis comme Alliance Nationale passaient quand même pour des partis réactionnaires mais de grands bourgeois. C'est ça, et en fait l'UDC, on le voit encore aujourd'hui, a réussi, dans les faits, c'est un parti populaire parce qu'il y a énormément de votes qui proviennent des classes populaires. Alors bien sûr, après, si on creuse un peu, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, il y a certaines catégories plus que d'autres, dans certaines régions plus que d'autres. Comment ont-ils réussi à concilier un peu cette contradiction au final, d'un côté un parti très bourgeois et de l'autre un parti qui arrive à parler aux classes populaires? Moi, je pense que la force de l'UDC, en fait, ça va réussi à assez habilement capté une période de grande précarisation de la société. En fait, l'UDC, ça je l'ai pas encore évoqué, mais évidemment, les années 70, on a le premier choc pétrolier en 74, qui amène en fait ensuite en Suisse, dans les années 80 et 90, à une véritable récession, avec un taux de chômage qui augmente, avec des conditions matérielles plus... C'est la fin des 30 glorieuses, en fait. Clairement, voilà, comme on le dit, les fameuses 30 glorieuses. Et en fait, tout ça, ça crée une situation où, en plus, face à ça, le PS est complètement intégré au système politique, perd complètement sa radicalité, ce qui fait que plus personne, en fait, vraiment de sérieux ou d'audible ne porte la voix des précarisés. Et donc, c'est là où l'UDC, en ayant un discours très populiste, en disant, regardez, les partis de gouvernement, ils sont au pouvoir en non-stop depuis près d'un siècle, ils arrivent à rien faire pour vous. Nous, on est le vrai peuple, nous, on va défendre l'identité suisse. Et là, voilà, comme ça, on arrive à créer une sorte d'adhésion. Et il y a 2-3 moments aussi pivots qui vont réussir à créer l'adhésion de la population. Par exemple, évidemment, on peut pas ne pas parler de la votation de 92 sur l'adhésion à l'espace économique européen. Donc ça, c'est vraiment une campagne qui est, je pense, le moment vraiment où Blocher il va exploser, il va réussir à s'imposer comme une figure d'envergure nationale. Donc à cette époque-là, la question qu'on pose à la population, c'est êtes-vous pour ou contre l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen? À l'époque, tous les partis de gouvernement et quasiment tous les partis sont pour, les médias aussi, toutes les élites médiatiques et politiques. Et en fait, les seuls qui réussissent à s'y opposer, et le seul d'une certaine façon, c'est Christophe Blocher. Et si on regarde même au sein de son parti, il a dû mener campagne pour réussir à défendre cette ligne et imposer cette critique de l'espace économique européen. Et donc, de la même façon que Schwarzenbach a pu faire sa campagne quelques années auparavant, il va faire ce même travail d'être ultra présent, d'aller battre la campagne, d'aller partout, de dépasser le Ruschigraben pour aller aussi en Suisse romande, convaincre les gens. Et petit à petit, la campagne marche. Si on regarde, il y a des élections, il y a des analyses et des études d'opinion qui montrent que si au début de la campagne, la population était plutôt favorable à une adhésion à l'EEE, en fait, au fur et à mesure de la campagne, ça commence à tomber de plus en plus. Et il y a au contraire, Vox, donc qui est l'institut qui a fait ces études-là, souligne une espèce de montée d'un réflexe, de repli sur soi et de volonté de voter contre, en fait. Et donc c'est quelque chose qui se fait. Et finalement, Blocher gagne, mais de très très peu. Mais voilà, cette victoire de peu reste une grande victoire et c'est quelque chose qui va complètement le lancer lui permettre vraiment de solidifier définitivement sa place au sein du parti et en Suisse. On parle vraiment beaucoup de Blocher dans cette histoire de l'UDC et est-ce que tu pourrais un petit peu présenter le personnage qui est quand même central à ce parti? Oui, c'est difficile de pas en parler. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques de ces partis nationalistes et populistes d'être à ce moment-là centré autour d'une figure qui finalement porte le parti à bout de bras d'une certaine façon.
Donc Blörer, en fait, c'est à la base, c'est un Zurichois qui est né dans la campagne zurichoise, avec des origines allemandes, si je dis pas de bêtises, qui est né dans une famille relativement modeste. Son père était pasteur, et en fait, petit à petit, il arrive à entrer, notamment dans une grosse entreprise qui est devenue pendant très longtemps la plus grosse entreprise de Suisse, qui est Ems Chemie, et donc une grosse industrie, d'industrie chimique. Et il va, dans les années 80, si je dis pas de bêtises, réussir à prendre la tête de cette entreprise et faire fortune, en fait. Et ça aussi, par exemple, encore une fois, dans les ambiguïtés de l'UDC, dans les ambiguïtés de Blörer, cette chose d'avoir cette image très protectionniste et en même temps son rôle d'entrepreneur absolument vorace et carnassier, c'est des choses qui se marient assez peu, mais qu'il arrive à faire tenir dans une seule et même personne. Si on se renseigne un petit peu sur ses agissements économiques, on se rend compte, bon, déjà, Ems Chemie, je crois que c'est la première entreprise suisse à installer des usines en Chine. Donc il y a aussi, voilà, d'un seul coup, les frontières, elles sont peut-être ouvertes dans un certain sens, mais pas dans l'autre. Et aussi, en termes de libéralisme, il va, avec son partenaire financier de l'époque, racheter de nombreuses entreprises pour, en fait, simplement les liquider et s'enrichir le plus rapidement et le plus facilement possible, en éventrant complètement ces entreprises, en détruisant le tissu industriel et en étant vraiment un des acteurs de la désindustrialisation en Suisse. Donc ça, ça fait partie un peu des ambiguïtés du personnage, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la famille Blörer, je pense, est dans les 100, voire même peut-être dans les 10 familles les plus riches de Suisse. C'est assez marrant, donc on voit quand même, comme tu as dit, ces politiques, ce parti qui porte des politiques néolibérales, qui est incarné par un milliardaire qui délocalise en plus, et du coup, en fait, en quoi ça se distingue vraiment en termes d'intérêt, en termes de composition sociale? C'est quand même une certaine bourgeoisie qui constitue l'UDC. Quelle est la différence avec les autres partis bourgeois, particulièrement le PLR? Alors, je pense que ce qui les distingue, c'est de vraiment être rattaché à une bourgeoisie beaucoup plus ancienne, installée en Suisse depuis très longtemps, et être vraiment dans une défense des intérêts d'une bourgeoisie nationale par opposition à une bourgeoisie beaucoup plus mondialisée, beaucoup plus internationale. Et aussi, il faut pas oublier qu'ils gardent malgré tout dans leur poche les grands propriétaires terriens, et notamment les plus gros agriculteurs. Après, c'est clair que d'un point de vue des politiques ou des choses qu'ils peuvent mettre en place, l'UDC n'est pas très très loin du PLR. Là où ils se distinguent, évidemment, par contre, ça va être sur la question un petit peu qu'on pourrait réduire comme la question des valeurs, entre guillemets, mais c'est vraiment cette question de conservatisme moral qui est très 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 fortement ancrée chez l'UDC, qui est sa marque de fabrique et sa façon, à mon avis, d'aller récupérer l'électorat. Mais après, d'un point de vue très concret et des politiques qu'ils prônent, ils sont assez proches. À cette différence vraiment d'afficher en tout cas une volonté de fermeture de la Suisse et de défense des frontières contre l'étranger, quel que soit le type d'étranger, que ce soit des personnes ou des lois ou d'autres choses. Et puis on notera aussi la grande différence entre la relation avec l'Union européenne, bien sûr, à laquelle le PLR est tout à fait favorable, contrairement à l'UDC, même si on voit que leurs intérêts sont assez flous aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça, il y a vraiment une espèce de version de deux façons de traiter le libéralisme. D'un côté, une sorte de libéralisme honteux où tout le monde le fait mais on n'en parle pas, alors que le PLR, c'est clairement le parti qui s'avance comme étant libéral et qui voit ça comme une valeur positive dans son discours, ce qui est pas le cas de l'UDC. Mais après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que au sein de l'UDC aussi, il y a des tensions. C'est-à-dire que historiquement, il y a toujours un petit peu deux grosses sections de l'UDC. On a la section zurichoise, donc celle de Christoph Blörer, et la section bernoise. Et les deux ont toujours un petit peu représenté tel un truc un peu bicéphale, les deux parties de l'UDC, avec l'UDC zurichoise qui est beaucoup plus réactionnaire et beaucoup plus sur cette question de morale et sur cette question xénophobe, là où l'UDC bernois est des fois un peu plus modéré et plus ouvert au libéralisme. Surtout sur la question de l'immigration, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'UDC, par exemple, ça prône aussi le droit, enfin les valeurs paysannes et le travail des paysans, et une grande partie des travailleurs agricoles sont justement étrangers. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a à souligner, c'est aussi de se dire que la lutte contre l'immigration, elle est aussi là pour fragiliser les statuts de travailleurs immigrés, et que là où on peut voir la vision de l'UDC comme juste une fermeture nette des frontières, c'est plutôt une précarisation de tous les statuts des travailleurs qui n'ont pas forcément des statuts officiels dans des emplois assez précaires.
Ouais, clairement, il y a vraiment cette logique de préférence nationale, de sélection des étrangers qu'on laisse ou pas rentrer sur le territoire. Par exemple, pendant tout un moment, quand on regarde un petit peu dans l'histoire et dans l'évolution de ce discours xénophobe en Suisse, on voit qu'on a évolué. On a eu des moments, en fait, c'est pas toujours le même étranger qu'on cible. Il y a un moment, par exemple, on a voulu essayer de faire des lois sur les étrangers qui avaient la peau blanche, en fait, pour les distinguer, pour dire ok, il y en a quand même qui sont des vrais étrangers dont on devrait se méfier. À un moment, les étrangers, ils étaient évidemment italiens. À d'autres moments, ils venaient du Maghreb. Donc, il y a toujours eu cette idée du côté de l'UDC et des partis xénophobes de choisir les étrangers qu'on veut, les étrangers qu'on veut pas. Et vraiment, cette notion d'indésirable, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment central dans cette logique xénophobe. Et aussi, à un moment, on pouvait parler des étrangers. Après, on a parlé des requérants d'asile. Après, on a un petit peu adouci en disant ah oui, mais en fait, le problème, c'est pas les requérants d'asile, mais c'est de vérifier qu'ils sont vraiment requérants d'asile pour des vraies raisons, qui sont pas juste venus voler le pain des bons Suisses. Donc il y a vraiment comme ça un discours en fait qui est très fluide et qui arrive à s'adapter en fait à ce qu'est ou pas acceptable à telle ou telle époque. Et voilà. Et puis je pense que ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que quand même, ça, je tiens à le dire, c'est que la question xénophobe en Suisse, elle est très ancienne. Elle est pas née avec l'UDC. En fait, en 1931, on ajoute déjà dans la loi sur les étrangers cette question je crois qu'en allemand c'est Überfremdung, c'est surpeuplement, quelque chose comme ça. Donc c'est cette notion de la défense du pays contre l'étranger, c'est quelque chose aussi qui est très très ancré dans l'identité suisse et qui traîne depuis des années, des siècles en fait. Donc là aussi, c'est peut-être aussi ce qui permet une espèce de pouvoir ou de réussite du discours du l'UDC, c'est de réussir aussi à se baser sur des choses qui apparaissent comme des mythologies ou comme des choses très profondes dans l'identité suisse. Bah ouais, on est en plein dedans en fait avec cette initiative Suisse à 10 millions quoi, c'est le retour. Clairement. Ouais, c'est cette question de la surpopulation, c'est assez fou. On peut lire. Il y a plusieurs historiens, notamment Hans Ulrichios, qui ont écrit là-dessus. Et c'est quelque chose qui est assez fou. On retrouve pas ça dans beaucoup d'autres pays, mais il y a toujours eu cette idée, voilà, de la Suisse comme le petit pays qui est à la fois très, d'une certaine façon, spatialement contraint et qui doit donc aussi un peu limiter sa population. Et la question des étrangers qui s'est toujours marié, ce qui est évidemment toujours un peu drôle ou un peu étonnant ou complètement absurde, c'est de voir que pendant toute une période de l'histoire, les étrangers, ça nous allait très bien. Parce que on en avait besoin pour construire la Suisse et pour la moderniser. C'est ça, quand il y avait pénurie de main-d'œuvre, par exemple, on était bien content qu'ils soient là, quoi. Ouais, toute l'histoire des travailleurs et des travailleuses saisonniers montre clairement cette situation-là. Et donc, comme on l'avait dit un peu plus tôt, l'UDC est très populaire aussi auprès des classes populaires, travailleuses. Qu'est-ce qui explique cet attrait alors qu'on a cette contradiction entre des composantes de l'UDC qui sont de la bourgeoisie avec des intérêts bourgeois et puis d'autres qui au final sont à l'opposé? Alors déjà peut-être préciser quelque chose, c'est en fait ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour s'intéresser, pour évaluer la réussite de l'UDC, on se base énormément sur les scores électoraux. Or la Suisse est quand même un des pays en Europe avec un taux de participation le plus faible pour élire ses représentants au Parlement. Donc ça aussi c'est quelque chose à toujours prendre en compte et à se dire qui vote et pour qui les gens votent. Parce que c'est sûr, si on regarde aujourd'hui les analyses démographiques de qui vote pour l'UDC, on voit que l'UDC arrive à balayer très large, à peu près tous les niveaux d'études, à peu près tous les niveaux de revenus. Et même aujourd'hui, je crois qu'ils commencent un peu à perdre les plus hauts niveaux de revenus au-dessus de 10 000 francs et qui vont plutôt se tourner vers les solutions bourgeoises plus modérées, on pourrait dire d'une certaine façon. Après, oui, c'est cette question des classes populaires, c'est quelque chose qui nous, évidemment, quand on est de gauche, nous questionne, nous interroge et nous attriste. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les analyses qu'on peut faire par rapport aux membres de l'UDC ou aux gens qui votent pour l'UDC, souvent on voit que malgré tout existe une vraie adhésion à ce discours xénophobe, à cette critique de l'étranger, et qu'en fait que tout ce discours sur l'identité suisse, c'est quelque chose qui a prise et les gens, ils votent pour l'UDC et ils savent pourquoi ils votent pour l'UDC, en fait. Ça, c'est des fois des choses qu'on pourrait imaginer que les gens se font duper par l'UDC, mais en fait, pas vraiment. Les gens ont quand même une assez bonne conscience de ce qu'est l'UDC, de ce que promet l'UDC. Et c'est surtout face à d'autres partis qui sont massivement rejetés par les classes populaires.
Il faut juste rappeler qu'en fait, les classes populaires ne votent pas, tout simplement. Et le plus grand candidat, si on peut dire comme ça, des classes populaires, c'est l'abstentionnisme. Non, c'est clair. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête. Parce que c'est clair, aujourd'hui, l'UDC, c'est ce parti de gouvernement, c'est un parti qui est installé, qui est vu comme respectable par les médias. Donc, toujours aller un petit peu gratter, puis aller questionner sur quoi se fonde cette légitimité, c'est quelque chose qui est central. Et je pense que quand on s'intéresse à l'UDC et à la vie politique en Suisse ou dans n'importe quel autre pays, la question de la réalité démocratique, elle est centrale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Après, évidemment, on peut s'intéresser à pourquoi les gens qui votent et les classes populaires qui votent pour l'UDC, mais ça, c'est encore autre chose. Et bien après, ce qui est intéressant, et ça je reviens peut-être à une des stratégies de l'UDC, on l'a vu par exemple avec la question de l'initiative Schwarzenbach dont je parlais avant, mais aussi avec la question du vote contre l'adhésion à l'espace économique européen. L'UDC, en posant des thématiques d'initiatives qui sont souvent radicales, qui sont très xénophobes, qui sont très violentes, c'est aussi une manière pour eux de marquer durablement l'opinion publique et de mobiliser les gens. Et ça, je pense que ça, c'est quand même un truc qu'on pourrait méditer, c'est que quand on propose des choses très radicales d'une certaine façon à la population, des fois, c'est aussi ce qui permet de mobiliser. Sans nécessairement toujours gagner, l'UDC a réussi quand même à mobiliser. Quand on voit, 92, je sais plus quel était le taux de participation, mais c'était immense. Donc il y a des moments comme ça aussi de débat où la démocratie directe permet de dépasser ce que permet ou pas le Parlement. Ce qui est intéressant, c'est que par sa radicalité, l'UDC a vraiment tiré le champ politique vraiment vers sa droite. Toute la Suisse, globalement, tout le Parlement, y compris la gauche, est beaucoup plus à droite que ce qu'il l'était il y a 30 ans. Et je pense particulièrement au PLR, qui tient des positions parfois sur l'immigration ou sur l'islam, qui sont quasiment analogues, qui sont quasiment superposées à celles de l'UDC. Non, c'est clair, c'est que et puis il y a évidemment cette courroie d'entraînement où en fait quand on voit qu'un parti réussit à engendrer des victoires électorales en prenant ce type de discours, assez naturellement les autres partis vont se dire comment est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes résultats? Est-ce qu'il faut en fait tout simplement prendre les mêmes méthodes que l'UDC et aller flatter comme ça l'électorat le plus raciste ou en tout cas le plus soucieux de l'identité nationale et de la conservation de celle-là? Et justement, pour l'avenir, ça peut être un peu inquiétant parce que avec ces dynamiques, on voit que l'UDC est en train de remplacer le centre, le PDC, en Valais et dans les zones catholiques. Et le PLR qui est aussi en perte de vitesse face à l'UDC. Et il y a ce phénomène vraiment de l'UDC qui devient la force extrêmement hégémonique, surhégémonique à droite, là où les forces étaient un petit peu distribuées entre des forces plus ou moins progressistes, plus ou moins réactionnaires. Et ça, c'est un mouvement assez inquiétant. Oui, alors ça c'est clair. Et puis quand on étudie un petit peu ce qui s'est passé à l'UDC depuis 2003, un peu cette partie justement de règne sans partage sur le Parlement, on essaye. On ne peut être que dépité à voir qu'en fait leur score il a pas bougé d'élection fédérale en élection fédérale, et ça interroge vraiment sur comment est-ce qu'on peut contrer le parti. Par exemple, depuis plusieurs années, Christophe Laurer est à peu près absent de la scène publique, il a plus son siège au Conseil fédéral depuis déjà un bon moment, et malgré tout le parti continue à se tenir, même s'il a plus tellement de grandes figures. Il a eu un moment Oscar Freisinger ou d'autres, mais qui ont disparu fort heureusement. Mais le parti réussit à se maintenir parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit avant, l'UDC c'est vraiment un parti de gouvernement qui est respectable et qui fonctionne, qui a aussi une organisation qui est très 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 solide, avec une certaine autonomie des sections qui permet au parti de pas trop éclater malgré ces quelques dissensions politiques qui pourraient exister en son sein. Et c'est vraiment aujourd'hui une machine électorale qui réussit à tenir et qui réussit d'année en année et d'élection en élection à maintenir cette image d'un parti d'opposition tout en étant un parti complètement intégré dans le système politique suisse et complètement aligné sur les autres partis de la droite bourgeoise. Donc là, la question de vraiment comment est-ce que ce parti pourrait à terme s'affaiblir ou être concurrencé par un autre, je pense que là, c'est quelque chose qui est très compliqué à tout de suite formuler, mais je pense que c'est un de nos soucis.
Samuel, merci d'être venu pour nous parler de l'UDC. On conclut sur des notes pas extrêmement positives, mais voilà, on a du travail militant à faire, du travail de terrain à faire pour chasser l'UDC du gouvernement et de partout là où on peut les trouver. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à là. On vous retrouve pour des prochains épisodes.